Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Découvrons tout de suite les grands titres qui seront développés dans ce JT. Aujourd'hui a débuté la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Nous serons en duplex de Strasbourg avec nos envoyés spéciaux, ainsi qu'avec l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, Gabriel Revel. Nous évoquerons avec lui les enjeux de cette présidence. Aider les enseignants à se former aux nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle. C'est toute l'ambition d'un cycle d'enseignement qui a débuté hier et auquel nous avons pu assister. L'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco a une nouvelle présidente. L'avocate Erika Bernardi succède à Johanna Houdrouge. Elle a été élue hier soir. Et puis nous effectuerons une pause en bord de mer avec de jeunes chanceux qui ont pris part au programme du musée océanographique baptisé Océano pour tous. Une équipe de Monaco Info les a suivis hier à Agde dans le Var. Le 15 mai dernier, en Moldavie, Monaco a officiellement pris la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Une première historique pour la principauté qui va assurer ce rôle pendant 6 mois. Elle qui a adhéré au Conseil de l'Europe il y a plus de 20 ans maintenant. Un peu moins d'une semaine après cette transmission de témoins, à Strasbourg cette fois, Isabelle Béraud-Amadei a ouvert aujourd'hui la 1560e réunion du Comité des ministres, la première donc sous présidence monégasque. Une journée marquée par plusieurs temps forts, Émilie Rousseau. Oui, la journée a débuté notamment par un entretien bilatéral avec Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe, avant la première réunion du comité des ministres du Conseil de l'Europe sous présidence monégasque. Un moment historique car il y a plus de 20 ans, Monaco adhérait au Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, la principauté endosse un rôle très important sur lequel revient Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération et désormais pour une durée de 6 mois, présidente du comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est un moment historique, un moment très émouvant de se retrouver ici au sein du Conseil de l'Europe et plus particulièrement dans cette salle du comité des ministres pour présenter aux délégués des ministres les priorités de la principauté de Monaco pour les 6 mois à venir. Donc une présidence historique, un moment particulier. Et je crois que nous avons tous à cœur à Monaco de réussir cette présidence. On s'est donné les moyens de le faire. On a beaucoup travaillé en amont. Les premiers retours que nous avons eus des ambassadeurs qui étaient présents ce matin sont plus que positifs, avec des priorités clairement identifiées, notamment la protection des personnes vulnérables, les femmes, les filles, les enfants, donc un accès à leurs droits et puis un focus sur les droits humains, le renouvellement au soutien de l'organisation avec une nécessité d'avoir une organisation efficace, une organisation crédible et puis surtout pour pouvoir répondre aux défis contemporains. Et ça, je crois que tous les États membres en sont conscients puisque nos démocraties sont fragilisées. Il faut réaffirmer donc notre attachement à l'état de droit et à la démocratie. Et symbole de cette présidence, depuis aujourd'hui, le drapeau monégasque flotte aux côtés du drapeau européen. Et comme le veut la tradition, les tramways se sont également habillés aux couleurs de cette présidence monégasque, et ce pour une durée de 6 mois. Oui, et pour aller encore plus loin sur les enjeux de cette présidence, vous avez pu vous entretenir, Émilie, avec Gabriel Revel, ambassadeur représentant permanent de la principauté de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Madame Rousseau. Merci d'être notre invité dans le cadre de la présidence monégasque du comité des ministres du Conseil de l'Europe. On va tout d'abord faire un petit point pour éviter la confusion entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Quelle est la différence et surtout quel est le rôle du Conseil de l'Europe ? Alors, la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe se situe déjà dans le nombre d'États qui la composent. Le Conseil de l'Europe comprend 46 États membres alors que l'Union n'en comprend que 27. Et l'autre différence repose aussi sur les compétences. Le Conseil de l'Europe se focalise sur les questions d'état de droit, de droits de l'homme et de la démocratie, alors que l'Union européenne a une compétence beaucoup plus large, notamment sur les questions commerciales.
Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004, il y a plus de 20 ans maintenant. Cette présidence du comité des ministres est historique. Hein. Tout à fait, c'est la première fois que nous accédons à cette fonction, donc c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Oui, une grande responsabilité. C'est l'occasion aussi pour Monaco de réaffirmer ses engagements et puis le soutien aux valeurs du Conseil de l'Europe. Oui, c'est l'occasion de montrer aussi notre engagement permanent dans ce domaine, mais aussi de montrer notre capacité à pouvoir exercer aussi ce type de fonction sur la scène internationale. C'est là où la taille du pays ne compte pas, là. Hein. Tout à fait. C'est effectivement, ici, au Conseil de l'Europe, chaque pays a une voix, qui compte 39 000 habitants ou 80 et quelques millions pour la Turquie et l'Allemagne. Vous allez assurer cette présidence pendant 6 mois. Comment vous avez conçu le programme et surtout les priorités dans lesquelles Monaco va s'engager? Alors, c'est un travail qu'on a mené depuis déjà 2 ans, qui a été établi petit à petit en fonction aussi des priorités de la principauté et celles du Conseil de l'Europe. Nous avons donc identifié 5 thèmes prioritaires qui sont le soutien au système conventionnel, la protection des droits de l'enfant, des droits des femmes, la lutte contre la criminalité organisée et le sport. Il faut dire aussi que vous arrivez avec une forte expérience. Vous avez présidé les réunions du comité des ministres dans son format droits de l'homme. Hein. Oui, c'est la tâche qui incombe à l'État qui s'apprête à présider le comité des ministres. Donc j'ai eu l'occasion de présider 2 sessions d'une semaine en décembre et en mars dernier. Et effectivement, c'est très formateur pour pouvoir se préparer au CM. Et comment vous avez vécu aujourd'hui cette journée, cette première présidence monégasque du comité des ministres? Mais c'était une journée riche en émotions, puisque effectivement, c'est aussi la concrétisation de tout le travail qu'on a mené avec nos équipes depuis 2 ans. Donc c'est à la fois le fait de réaliser qu'on commence à prendre cette présidence, donc les charges qui vont avec, mais aussi la joie aussi de voir se concrétiser tout ce travail. Eh bien, on vous souhaite une belle présidence, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour cet entretien réalisé avec Hugo Comassa. Nous reviendrons bien évidemment plus en longueur sur cette journée historique dans notre édition demain. Nous l'avons appris par la voie d'un communiqué du Palais Princier en fin de journée. Le comité olympique monégasque a nommé la princesse Charlène au poste de vice-présidente. Ancienne nageuse olympique ayant représenté l'Afrique du Sud au plus haut niveau et présidente de la Fédération de rugby, la princesse Charlène poursuit ainsi son engagement de longue date en faveur du sport, de la jeunesse et des valeurs olympiques. Elle participera notamment activement au renforcement des dispositifs d'accompagnement vers le haut niveau, ainsi qu'à la promotion d'un sport inclusif, solidaire et éthique. Dans le cadre du plan monégasque de formation, les enseignants de la principauté vont bénéficier de plusieurs modules d'apprentissage autour de l'intelligence artificielle. Une initiative fortement plébiscitée puisque 80 enseignants se sont inscrits sur la base du volontariat. Les sessions ont débuté. Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet y ont assisté dans les salles de classe de l'institution FANB. Peut-être sont-ils habitués à ces salles de classe, mais sûrement pas à ces positions. Près de 80 enseignants des établissements de la Principauté se sont inscrits à la première formation intelligence artificielle, un enseignement sur volontariat proposé par la direction interministérielle chargée de la transition numérique. L'important, c'était un peu de remettre du sens, de remettre ce qui est vrai, ce qui est du fantasme, de l'ordre du fantasme sur l'intelligence artificielle, et ensuite surtout de transmettre des bonnes pratiques pour les enseignants et dans leur quotidien en s'inscrivant dans leur méthode pédagogique pour leur permettre de ressortir d'ici avec des clés et on va dire de la trousse à outils pour l'intelligence artificielle. Sensibiliser, appréhender, comprendre, utiliser, le programme de cette formation était chargé. L'objectif était de faire en sorte que tous les enseignants soient au même niveau de compétence. L'intelligence artificielle pousse les enseignants à redéfinir leur profession et leur programme éducatif. C'est plus qu'une évolution, là, c'est carrément un changement d'angle. On ne peut plus enseigner comme on faisait avant, c'est plus possible. Les élèves vont de plus en plus sur l'IA sans même savoir, sans même connaître les sources. Ils vont vous dire des choses en pensant que c'est la vérité, alors que des fois les informations c'est tout et n'importe quoi. C'est peut-être ça que j'ai le plus retenu aujourd'hui, c'est l'aspect de l'éducation, qu'en fait il faut éduquer à la fois
nous éduquer, nous en tant qu'enseignants, éduquer les élèves à travailler avec ça de la bonne façon et de la façon la plus éthique, et aussi éduquer les parents par rapport à tout ça, parce que c'est un ensemble, c'est un combo. Pour un élève qui a travaillé vraiment, qui a fait un vrai effort intellectuel et qui s'en sort avec quelque chose de moins bon que quelqu'un qui a utilisé l'IA, il y a un problème d'injustice qui va se créer par rapport à ça. Donc il faut pouvoir trouver une évaluation qui mette en valeur l'effort, le travail de l'élève, et non pas son habileté à déjouer le système en utilisant l'IA pour ne pas travailler. Ça va aller de plus en plus vite et je pense qu'on va être rapidement dépassé. Donc si effectivement on n'est pas formé, je pense que ça va devenir très compliqué. Ne serait-ce que pour les évaluations et la façon de faire nos cours, on ne peut plus du tout faire comme avant. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports annonce que cette formation sera reconduite, actualisée et pérennisée afin d'accompagner durablement les enseignants dans l'évolution de leur métier. Nous recevions hier dans le journal Johanna Houdrouge sur le point de passer le témoin à la tête de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco qui organisait son assemblée générale élective. Le nouveau bureau a donc été désigné ainsi que la nouvelle présidente élue à l'unanimité. Le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Après 2 mandats de 3 ans chacun effectués par Johanna Houdrouge, l'ancienne présidente a cédé sa place à la nouvelle présidente de l'AFCEM, autrement dit l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Et c'est l'avocate monégasque Erika Bernardi, secrétaire générale jusqu'à présent, qui vient d'être élue à la tête de cette association. Je suis assez honorée d'avoir été élue. Ça m'a quand même un peu donné le vertige. Voilà, parce que les filles, le précédent comité directeur a fait quand même de belles choses. Johanna, Leïla, et donc il faut être à la hauteur. Après, je fais confiance à mon équipe. C'est des filles incroyables, pleines d'énergie. Donc on va relever des défis. Quelles seront justement vos missions, vos objectifs ? C'est vraiment promouvoir nos membres, promouvoir les événements en interne, en externe et mettre à profit nos contacts, nos compétences et se faire travailler entre nous parce que c'est ça aussi le but de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Johanna Houdrouge devient présidente d'honneur et parmi les personnes présentes lors de cette assemblée générale, une ancienne présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Elle est à l'origine de la création de l'association il y a un peu plus de 20 ans. Cette association, pour moi, représente avant tout la solidarité entre les femmes. Je crois que c'est important donc de se soutenir. En plus, c'est un réseau également. Vous savez, donc quand on a une entreprise, on a besoin des autres. On ne peut pas faire les choses tout seul. Et je crois que c'est ça qui est essentiel pour cette association. Erika Bernardi est donc élue pour 3 ans avec un nouveau bureau constitué au total de 8 femmes chefs d'entreprise. L'association est composée de 70 membres et comme le veut l'adage de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Que diriez-vous maintenant d'un reportage Les pieds dans l'eau ? Rendons-nous à Aguet dans le Var avec l'Institut océanographique et ce dans le cadre du programme Océano pour tous, un projet pédagogique qui vise à sensibiliser les élèves de 32 classes de France à la préservation des écosystèmes marins. Le récit d'Alban Gingembre sur des images de Julien Logier. Les pieds dans l'eau et les yeux grands ouverts, ces élèves originaires de régions parisiennes découvrent la biodiversité du bord de mer. Alors celle-là, elle est spéciale, elle s'appelle l'étoile de mer épineuse. Donc toutes les étoiles de mer ont 5 branches et celle-là, elle en a 6. Un moment d'observation destiné à la prise de conscience. Mesurer un peu l'ampleur de tout ce dont ils n'imaginaient même pas l'existence. Et l'envie de le préserver et la conscience de l'impact qu'ils ont tous les jours sur tout ça et comment ils peuvent faire pour pouvoir en profiter longtemps. Cette semaine, les élèves vont pouvoir effectuer plusieurs plongées en mer, une immersion totale dans le monde marin et pour certains, c'est une première. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça en dessous de l'eau. Je pensais qu'il y avait juste quelques poissons mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'habitants. J'ai appris que les coraux ils blanchissaient à cause de l'évolution du sel. Et l'évolution du sel, c'est en partie à cause de nous, à cause du réchauffement climatique.
Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là et on fait de la prévention pour les océans. Si on pollue, ça peut peut-être influencer sur leurs habitations et ils en ont peut-être plus. Je vais faire plus attention chez moi aussi parce que tout est relié. Donc même si je suis de chez moi aussi, je peux quand même polluer la mer. Donc je vais faire plus attention, je vais être plus vigilante. Le message est donc bien compris pour ces collégiens désormais ambassadeurs de l'océan. À leur côté, Estelle Lefébure, marraine du projet pédagogique Océano pour tous, partage ce moment d'exploration. Il y a un côté de transmission qui est important. Et puis on apprend beaucoup toujours des enfants. On voit encore une fois une très très belle évolution, la prise de conscience, et ça se voit par leur volonté de sensibiliser, d'en parler à d'autres gens. À travers son programme Océano pour tous, l'Institut océanographique accompagne tout au long de l'année des milliers d'élèves dans l'Hexagone et en Outre-mer. Cet appel aux dons lancé par le diocèse et l'œuvre d'Orient Monaco au profit des chrétiens du Liban. Ces derniers doivent faire face à une situation humanitaire catastrophique et pour ceux qui se trouvent dans le sud du pays, ils doivent également subir les conséquences de la guerre. Vous pouvez adresser vos dons par chèque ou virement bancaire, mais aussi dans les paroisses lors de l'une des quêtes du dimanche. Sachez qu'une veillée de prière sera organisée le jeudi 18 juin de 20h à 21h à l'église Sainte-Dévote. Le dernier concert jeune public de la saison a été donné ce matin autour des Fables de La Fontaine sur une musique de Vladimir Cosma avec les musiciens de l'OPMC, un formidable comédien et cela plaît toujours et ça impressionne, une artiste sur sable. José Sacré et Alexandra Paolini étaient dans la salle. Honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue. En tout 10 fables de La Fontaine, mises en musique par Vladimir Cosma, étaient au programme du concert jeune public donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Béron. Des fables illustrées en direct par Marina Sosnina, artiste sur sable, et interprétées par Joanne Montpart. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » C'est le public le plus exigeant, mais dès qu'on est sincère avec eux, qu'on les prend un peu à hauteur, voilà, on est ensemble, en fait ça se passe très bien. Et ces fables, comme elles sont écrites en musique, c'est vraiment un délice et c'est vraiment un outil de transmission parfait pour être ensemble entre générations. « 250 enfants âgés de 7 à 11 ans, des classes de CE1, CE2, 4 classes de CM1, 2 classes de CM2, des écoles des Rivoires, de Fontvieille, FANB, Condamine et Saint-Charles, ainsi que des bénéficiaires de l'homme ABI, ont assisté à la répétition générale de ce concert. En début d'année, on a le choix et effectivement, ce concert-là avait l'air incroyable. La chance de pouvoir voir un orchestre philharmonique, en plus d'avoir un narrateur exceptionnel et une artiste qui illustre en live, en direct, tout ce qui se passe sur scène. Pour nous, ça paraissait un spectacle à ne pas rater. Moi, l'emporter. De quoi vous sert votre vitesse ? Après plus d'une heure de concert-spectacle, réaction de quelques enfants. Ça avait beaucoup de musique, c'était sympa. Et surtout les dessins, ils étaient magnifiques. Avec tous les instruments, ça fait beaucoup et la musique, elle est très belle. Et les dessins aussi, ça a dû prendre beaucoup de temps. Nous, on est petits, on dessine bien, mais avec le sable, c'est encore plus fou parce que... De prendre une poignée de sable et de la lâcher progressivement. Ça vous donne envie de revenir ? Ah oui. Cette semaine, le Théâtre des Muses accueille la compagnie du Néant qui interprète Andersen, une pièce de théâtre récompensée en 2022 par le prix du meilleur jeune public du Festival d'Avignon. Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet ont suivi les dernières répétitions de ce spectacle qui vous plonge dans la tête d'Hans Christian Andersen. Les contes d'Andersen, tout le monde en a forcément entendu parler.
De la Reine des Neiges à la princesse au petit pois, en passant par la petite marchande d'allumettes, toutes ces histoires féeriques sortent de l'imagination d'un homme arrivé à l'âge de 14 ans dans la grande capitale danoise. En fait, on va se retrouver dans la tête d'Andersen, avec sa raison, son ambition et sa fantaisie, au moment où Andersen arrive à Copenhague quand il est adolescent. Et ces trois petites voix dans sa tête vont essayer de lui donner l'énergie pour avancer dans la vie en lui racontant des contes, les contes que Andersen va inventer. L'architecture du théâtre des Muses se prête parfaitement bien à l'univers créé par la compagnie. Le jeu bien léché des comédiens, les changements de rythme et de disposition de la scène permettent aux spectateurs de s'immerger complètement dans la tête de l'auteur. Comme on est dans cette espèce de grenier de son imagination, on a nos caisses de bois, nos caisses de pommes qui vont se moduler pour créer des univers différents. Et c'est pour rappeler aussi la chambre de bonne dans laquelle Andersen est arrivé quand il est arrivé à Copenhague. Récompensé du prix Jeune Public au Festival d'Avignon 2022, Andersen est une pièce déjà bien rodée avec plus d'une centaine de représentations. On a commencé dans un petit cocon comme ici, puis après on a joué dans des très grandes salles en 12 mètres par 12 mètres, donc forcément le spectacle évolue, puis on voit aussi ce qui fait rire. Donc il y a des choses qu'on va garder, puis des choses qu'on va balayer, puis au fur et à mesure, c'est le spectacle vivant. C'est l'intérêt du spectacle vivant, c'est qu'on ne fait jamais la même chose, quoi. Andersen, c'est donc au Théâtre des Muses pour 2 représentations ce week-end, samedi 23 mai à 17h et dimanche 24 à 11h. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Nous nous retrouverons demain à 19h. À suivre les prévisions météo présentées par Christina Petit-Homel. Et tout de suite, une série de clichés qui immortalisent cette journée historique pour Monaco à Strasbourg avec la prise de présidence effective du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ces photos ont été prises par Stéphane Dana. À demain 19h et très belle soirée à vous. Bonsoir à tous. Demain sur la Principauté, le soleil s'imposera largement du matin jusqu'au soir avec un ciel bien dégagé et une ambiance très agréable. Les températures démarreront autour de 13 degrés au lever du jour avant de grimper jusqu'à 24 degrés dans l'après-midi sous un beau soleil printanier. Le vent restera quant à lui faible en bord de mer, de quoi profiter pleinement de cette belle journée sur Monaco. Et puis demain, nous fêterons les Constantin, un prénom d'origine latine qui signifie constant ou persévérant, une qualité qui colle parfaitement à ceux qui gardent le cap, quelles que soient les circonstances.